J'ai vraiment envie qu'on bouscule le marketing français avec cet épisode. Les marques qu'on a en France sont très faibles. Tu peux pas m'en citer plus de 5 solutions où tu vas dire le marketing est dingue de ces boîtes-là. Les fondateurs français, la majeure partie sont des ingénieurs, ils comprennent rien au marketing en fait. Et quand tu fais les choses petites, t'as presque zéro résultat. Et donc moi je voulais une boîte où mon revenu n'est pas lié à la taille de mon équipe sales. Je voulais que ça soit exponentiel. Nous on a fait le choix, de se dire tu peux pas être présent partout. Par contre, si tu es très fort aux États-Unis, tu seras fort partout dans le monde. Quand tu lèves des fonds, moi je peux pas me contenter de faire une boîte qui fait 50 millions de revenus. C'est jamais le poste le plus viral qui va ramener le plus de cash. Aujourd'hui, il y aura plus de gens qui seront intéressés par tes vidéos, qui seront intéressés par tes services. Si t'arrives pas à performer sur quelque chose de simple, t'arriveras pas à performer sur quelque chose de dur. Donc je suis persuadé que le CMO de demain, c'est quelqu'un qui maîtrise. Tout le monde a un avis sur le marketing. En France, on pense que c'est à sortir 3 couleurs et faire un post LinkedIn. Et tout ça en espérant que ça vende. Mais le marketing, le vrai, c'est du business. C'est du tracking, du contenu qui convertit, une vision go-to-market claire. Pourtant, la plupart des boîtes B2B continuent de le traiter comme de la com. Alors, pourquoi on en est encore là? Et surtout, comment on construit un modèle d'acquisition qui fonctionne vraiment? Avec mon invité du jour, Jérémy Goileau, CEO de Mobile First, on parle d'inbound, de croissance et de ce qu'il faut changer en profondeur dans le marketing B2B français. Jérémy, je suis ravie de t'avoir ici. Magnifique, merci pour l'invitation en tout cas. Je sens que l'épisode va être une vraie masterclass. T'as beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions pour toi, mais je pense que l'épisode va peut-être durer un peu plus d'1 heure. Mais j'ai vraiment envie qu'on bouscule le marketing français avec cet épisode et que tu nous donnes vraiment ta vision. On va y aller. Est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement Mobile First et Allo pour qu'on pose un petit peu le contexte? Jérémy, 30 ans, fondateur de Mobile First. La société a un peu plus de 18 mois. On l'a lancé en janvier 2024. On a levé un peu moins de 20 millions d'euros à date. On est 15 collaborateurs et on a lancé une première application qui s'appelle Allo. Et où l'idée, c'était de repenser la téléphonie d'entreprise, la rendre beaucoup plus accessible et beaucoup mieux connectée au CRM. Et la vision de la boîte, c'est d'aider les entreprises de l'économie réelle, les PME, à avoir des outils pour rivaliser avec les grosses boîtes. Donc, on va faire une suite de 40 solutions. On a commencé par la téléphonie. Demain, on va faire la facturation, les devis, les notes de frais. Et donc, on remet un peu, ce sentiment que les gens ont découvert avec ChatGPT, une application très simple, très rapide, très puissante. 20 euros par mois, on essaye de reprendre ce concept-là à toute la suite bureautique que les entreprises utilisent. Parfait. Et pour le coup, pour être utilisatrice de la solution Allo et en avoir essayé d'autres avant sur de la VoIP, c'est vraiment game changer. Le truc le plus ouf, c'est le résumé de l'appel qui se met directement dans mon CRM. Sérieux, moi je gagne un temps fou au quotidien, donc déjà pour ça... ça fait partie, plein de fonctionnalités qui étaient faites pour les gros call centers ou pour les grosses boîtes, ça coûtait 150, 250 euros la licence, Nous on s'est dit, comment on peut faire le produit le plus simple, mais en gardant 1 à 2 fonctionnalités que tu as vraiment besoin, et le fait d'enregistrer tes appels, les résumer, faire que l'IA te fasse un compte rendu hyper détaillé et que ça soit mis directement dans ton outil de Notion à Salesforce, c'est ça qui fait notre succès, C'est ça. Déjà pour ça, merci. Toi, tu viens d'un parcours très gross, avec une vraie culture business. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette vision du marketing comme levier de revenus et pas forcément de notoriété? Je vois la casquette call queen, donc moi j'ai commencé par du call aussi, donc je suis arrivé très jeune, j'avais même pas 20 ans, dans une petite start-up qui est devenue Spendesk, et en fait mon métier c'était grossir le revenu de cette boîte là. Donc souvent on parle de growth hacking ou autre, on oublie un peu l'objectif numéro 1 qui est comment j'augmente le revenu, et pour augmenter le revenu il y a 2 moyens, soit je rajoute des clients, soit je fais payer plus cher mes clients, Et dans la tech, on aime bien plutôt rajouter des clients. Et donc, j'ai commencé par faire du call. Et en fait, je me suis rendu compte que pour faire du call, il fallait avoir un bon CRM. Pour faire avoir un bon CRM, il fallait le remplir. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à toucher à ce concept de growth, Et on était 3 commerciaux au début, et donc on s'est un peu spécialisé. Un plus sur la partie vente, un plus sur la partie opération, et moi plus sur la partie growth, Et on a grossi Spendesk à nous 3, même si plein de gens nous ont rejoints entre l'aventure, mais on a fait un peu moins de 50 millions de revenus en 3 ans. Donc ça a été très vite, et donc j'ai tout vécu en accéléré, le 0 à 50 puissance 10, Et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de growth B2B en support avec les équipes sales. On était Spendesk, c'était vraiment une boîte qui était vendue par les sales
c'était un produit que tu pouvais pas acheter tout seul. Tu devais parler à nos commerciaux avant de l'acheter, quoi. Et tu dis en France que 90% des CMO, donc des directeurs marketing, sont à côté de la plaque. Concrètement, qu'est-ce qui va pas, selon toi? Moi, ce que je vois, c'est le turnover qu'il y a sur les CMO. Enfin, il y en a très peu qui restent plus de 2 ans dans une boîte et encore très peu qui restent plus de 3 mois. Tu vois, en fait, donc il y a vraiment le CMO en France, il navigue de boîte en boîte. Quand tu regardes l'extérieur, les marques qu'on a en France sont très faibles. Il y a pas de, tu peux pas m'en citer plus de 5 solutions où tu vas dire, attends, le marketing est dingue, quoi, de ces boîtes-là. Alors, quand tu regardes d'autres sociétés, à l'étranger, tu vas avoir des marques très fortes. Donc, en France, on a l'impression de se dire, bah, c'est du logiciel ou c'est du B2B. Il n'y a pas besoin d'investir dans le marketing. Et donc, en fait, on tolère la médiocrité, tu vois, de fait d'avoir, des blogs où il y a encore des e-books à télécharger pour mettre son email, le fait de faire des posts LinkedIn où la boîte doit commenter les posts entre eux parce que du coup t'as le fondateur, il fait 30 likes à tous ses posts et t'as 29 employés derrière. Donc en fait on tolère ça en France alors que nulle part ailleurs, tu vois, dans le monde, le marketing est la dernière roue du carrosse, quoi. Donc les budgets des équipes marketing en France sont très faibles, les salaires des CMO sont très faibles et leurs actions sont relativement faibles, quoi. Et rien qu'à mon image, hein, moi je me suis battu avec 2-3 CMO chez Spendesk parce qu'à chaque fois il y avait cet écart d'état d'esprit, quoi. Je trouve que le plus gros problème des CMO français, même si c'est en train de changer, et tu vois d'ailleurs il y a plus de job titles maintenant, il y a presque plus de CMO, il y a des Head of Demand Gen, des VP revenus. Moi ce que je trouve que le problème c'est qu'il y en a, le marketing a toujours ses KPI qui sont de leur côté. Donc en fait t'as toujours les sales, on prend les objectifs de la boîte et on les assigne aux sales, démerdez-vous, quoi. Le marketing, non, mais il y a toujours d'autres KPI qui sont moins reliés au sujet que les sales ont ou que la boîte a. Donc ils ont un peu plus de liberté, on leur donne un peu plus d'excuses. De manière générale, c'est quand même assez rare que le marketing ait des KPI. Déjà. Des KPI chiffrés, même on va aller plus loin, très peu de marketing invariable. Tu vois, aujourd'hui, très peu de marketing invariable au mois ou non, au trimestre. Quand moi, j'ai entendu d'une assez grosse boîte, il y a 3 semaines, qu'ils ne mettraient pas en place de CRM parce qu'ils en avaient pas besoin, venant d'une directrice marketing, j'ai pas compris, tu vois. Et donc d'ailleurs, qui m'a demandé derrière de faire de la prospection via un fichier Excel. Je t'avouerai que j'ai dit non, mais ça vient. Moi, ça me choque, tu vois. En France, on a une culture journalistique très forte. Donc en fait, on a le métier de CMO qui est presque un métier de directrice communication. Tu vois, c'est vraiment cet ADN-là. Quand tu regardes dans les gros CMO aujourd'hui qu'il y a aux US ou autres, t'en as beaucoup qui viennent d'un background financier, par exemple. Donc tu vois, t'as un peu le 30 écart entre la com et le monde de la finance. C'est 2 mondes qui sont différents. Donc t'as pas mal d'exemples comme ça où les équipes marketing sont formées par des personnes complètement différentes, quoi. Et donc du coup, est-ce que tu penses que c'est plus un problème de culture, de structure d'entreprise aujourd'hui ou d'un marketing à l'ancienne qui a pas évolué? Je pense que le plus gros problème, il vient des fondateurs aujourd'hui, parce que les fondateurs français, la majeure partie sont des ingénieurs, ils comprennent rien au marketing en fait, et c'est un sujet qui les fascine pas. Donc moins ils passent de temps avec la CMO, mieux c'est en fait. Et donc tu as ce problème-là du fondateur qui préfère passer du temps sur la conception du produit, sur la conception des fonctionnalités, un petit peu parler aux clients, ça dépend. Et toutes les industries, hein, mais beaucoup de chefs d'entreprise sont des ingénieurs, tu vois en fait. Et donc derrière, le CMO a un peu le job ingrat de l'enfant qui est pas aimé par ses parents, tu vois, en fait. Et donc il reste un peu sur le côté, il essaye de pas trop faire de bruit, pas trop demander de budget, pas trop de faire de vagues. Et donc en fait, il occupe la place qu'on lui donne, qui est pas très intéressante. Et tant qu'il dépense pas trop et tant qu'il fait pas trop de bruit, ça se passe bien pour lui, quoi. Et quand tu regardes, dès que les gens essayent de tenter, essayent d'investir ou autre, c'est là où on leur coupe la tête assez vite, en fait. Donc en gros, le constat, c'est que le marketing français est encore trop déconnecté du business. Mais toi, avec Allo, tu montres que l'inverse est possible. On va en discuter juste après. Et du coup, on va creuser comment tu fais concrètement aujourd'hui pour générer 8000 leads. J'ai bien dit 8000 leads par mois, sans commerciaux. Là, j'ai une petite goutte qui commence à arriver. Et juste avec un marketing qui vend. Écoute, en fait, nous, au-delà de lead, en fait, tu peux t'inscrire sur Allo et tu peux tester le produit sans parler à personne, en fait. Et ça, c'était un des objectifs. Donc, c'est même pas des leads, c'est des inscriptions sur le produit, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument avoir. C'est de se dire que
je veux créer une boîte qui est exponentielle, je veux pas créer une boîte qui est linéaire, en fait. La manière la plus rapide de grossir, c'est de recruter des commerciaux. C'est ce qu'on a fait chez Spendesk. Quand je suis parti, il y avait à peu près 250 commerciaux. On empilait les commerciaux, ils avaient chacun leur territoire, ils avaient leurs objectifs. C'est ultra prédictible. On avait une croissance chaque mois qui était à la virgule près. Ça fonctionnait. Là, on arrive dans une ère où les fonds d'investissement et le marché est encore plus dynamique. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu entre Spendesk et Allo, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer leurs outils. Tu rencontres des boîtes, je suis sûr, toi, récemment, là, ça fait 15 ans qu'elles avaient le même outil. Et là, sur les 24 derniers mois, ça a la bougeotte, ça remet en question, ça paye trop cher, ça veut changer. Donc, il y a vraiment un marché qui est ultra dynamique en ce moment. Et donc, moi, je voulais une boîte où mon revenu n'est pas lié à la taille de mon équipe sales. Je voulais que ça soit exponentiel. Donc, on a commencé un peu par l'extrême en se disant, on s'interdit de recruter des commerciaux. Comme ça va nous obliger à avoir du volume. Ça va nous obliger à avoir de l'inbound et pas dépendre des commerciaux pour remplir le revenu. Et 2, ça va nous obliger à mettre le produit, on parlait des commerciaux, mais le produit face à l'objectif de revenu, en fait. Et face au client directement. Et face au client. Donc. Et du coup, donc là, les utilisateurs peuvent s'inscrire gratuitement. Gratuitement, mais on prend une empreinte bancaire. Un peu comme un bon restaurant français, tu vois. Tu peux y aller. Par contre, si tu viens pas, tu vas te facturer. C'est un peu pareil. Nous, on trouvait que c'est déjà énorme d'ouvrir ton produit. Par contre, on s'est rendu compte, et il y a plein de gens qui l'ont prouvé, que de pas demander la carte, tu vas attirer vachement de curieux. Ouais. Et donc, en fait, tu vas essayer d'optimiser ton produit pour des gens qui n'auraient jamais payé un jour. D'accord. Alors que la carte, ça fait un tri, ça se dire que le mec, ok, je t'offre mon produit, je te le mets à disposition pendant 7 jours. Par contre, mets-moi une vraie carte bancaire. D'accord. Au moins, tu t'assures que tu es prêt à payer un jour, quoi. Donc là, ils utilisent, donc il y a une version d'essai pendant 7 jours. 7 jours. Et si, au bout de 7 jours, ils valident, entre guillemets. Soit ils annulent leur abonnement, soit ils continuent. D'accord. Et du coup, ça te permet de rassurer. C'est un peu l'exemple, nous, on s'inspire vachement de ChatGPT sur la manière d'acheter. Beaucoup de gens, quand ils l'ont téléchargé, ils savaient pas à quoi s'attendre. Donc, ils n'auraient pas payé 20 € de suite. Ils ont testé un premier truc, ils ont rigolé, c'était fun. Après, ils ont testé un deuxième, troisième. Et là, ils sont vraiment devenus accros en se disant, OK, là, je vais payer. Et il y avait une stat qui était intéressante, mais il y a plus de 75% des cartes de crédit dans ChatGPT qui sont des cartes de crédit personnelles. C'est-à-dire que c'est les gens qui payent de leur propre poche leur outil qu'ils utilisent majoritairement au taf. Parce que la version gratuite, elle suffit pour servir de psy ou de coach perso, quoi. C'est ça. Par contre, quand tu es au taf, tu te rends compte des limites de pas avoir la version payante. Pourquoi avoir choisi dès le départ un modèle 100% inbound, sans sales et surtout sans prospection? Pour moi, c'est le plus dur. Tu vas peut-être me contredire, mais la prospection, c'est pas si dur, en fait. Et si elle est bien préparée. Si elle est bien faite, si elle est bien préparée, et en fait, c'est un modèle qui marche et qui est instantané, presque. Si tu as la bonne audience, la bonne valeur proposition et le bon problème identifié, tu vois, c'est un peu une bataille navale, tu touches couler à chaque fois. Là où quand tu es dépendant de l'inbound, ça prend un peu plus de temps. Donc en fait, il faut jouer avec les channels ou les canaux gratuits et les canaux payants. Donc en fait, le payant te permet d'avoir un peu plus d'instantané, là où que le gratuit te permet d'avoir un peu plus du long terme. Donc on a vachement joué entre du paid et du contenu pour doser, pour avoir ce flux-là à autre. Mais en parallèle, ça te permet aussi de mieux comprendre. Moi, ce que j'adore avec le SEO, par exemple, même si tout le monde dit que le Google est mort et le SEO est mort, il y a quand même des gens qui tapent dans Google toute la journée. C'est ça. Et toute cette donnée, elle est entièrement accessible. Donc, par exemple, tu vois, nous, sur concevoir le produit Allo, en fait, on s'est rendu compte que les intégrations avec le CRM, c'était un énorme volume de recherche. C'est-à-dire que les gens essayaient de faire du cold call depuis HubSpot. Donc, en fait, à partir des données du SEO, tu peux savoir quelle fonctionnalité construire de ton produit. Donc, tu vois, au-delà, le téléphone, tu peux avoir 20, 15 discussions par jour. Le SEO, tu as des milliers de data à analyser que tu peux répliquer, quoi. Tu peux répliquer facilement. Et plus, ça nous a permis d'avoir un flux d'utilisateurs parce qu'en fait, au début, tu as une phase que tout le monde dit, tu vois, c'est le product market fit. C'est-à-dire que toi, tu nous as rejoint un peu avant qu'on ait le product market fit. Tu nous as fait confiance, mais il y a une phase où ton produit, il fonctionne pas forcément bien, ou il n'a pas encore les fonctionnalités que tu as besoin pour vraiment l'utiliser au quotidien et pour aller signer des gros deals ou autre. Et donc, je trouve ça aussi trop dangereux de recruter des commerciaux trop tôt. Sans savoir si le produit va être adapté. Si tu as le bon produit et en fait, à leur faire perdre leurs variables. Parce que s'ils n'arrivent pas à retenir les clients, derrière, ils ont servi à rien. Donc, on s'est dit, on va commencer par de l'inbound. Comme ça, on va brûler des gars qu'on a payés sur des ads ou qu'on a fait du contenu qui viennent à nous facilement, en fait. On va en brûler pendant un an et demi. Et une fois qu'ils arrivent à retenir, là, on va investir sur la partie commerciale. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 150 pays.
Ça, c'est la beauté de l'App Store, c'est-à-dire qu'on a une app qui est installée sur le store et on avait 2 applications, une dans la gestion des stocks qui, elle, est partie vraiment globale. On a des gars dans plus de 150 pays, quoi. Et sur Allo, on est un peu plus de 50 pays. Comment tu structures tout ça pour garder le contrôle et surtout la qualité, parce que c'est bien beau d'être partout, mais si ton produit il est pourri, ça peut pas marcher. Donc la qualité est quand même très importante. Nous, on a fait le choix, tu vois, de se dire, tu peux pas être présent partout. Par contre, si tu es très fort aux États-Unis, tu seras fort partout dans le monde. Parce qu'en fait, si tu arrives à faire ton marketing pour les Américains, si tu arrives à avoir ton site en anglais, ton contenu en anglais et que tout est fait pour les États-Unis, mais il y a tellement de gens qui vont chercher de l'information en anglais ou qui vont chercher de l'information aux États-Unis que tu vas ruisseler, tu vois. Un exemple, on a pas mal d'utilisateurs dans les Nordiques, donc tu vois, Suède et Danemark. On n'a jamais rien fait dans ces pays-là. Tu vois, on n'a jamais de réseau ou autre, mais en fait, ces gars-là, ils utilisent des solutions américaines, on était connectés avec ces solutions américaines ou autre. Donc, un des partis pris, nous, ça a été de se dire, on va être américain depuis le début. Le nom de la société, The Mobile First Company, tu vois, c'est inspiré des premières IPO qu'il y avait eu aux États-Unis. On a tout fait en se disant, on va paraître américain. Le Halo, c'est le seul clin d'œil qu'on a gardé, tu vois, pour montrer qu'on était européen. Mais on va tout acter comme quoi on est américain depuis le début. Et ça nous permettait d'être global parce qu'en fait, quand tu vises les États-Unis, tu vises le monde, quoi. Le deuxième parti, je pense qu'on a eu un peu un revers de la médaille et t'as d'autres questions sur le sujet. On a voulu faire trop de bruit. On a fait beaucoup de bruit, on a créé beaucoup de contenu, on a été très visible. Et en fait, ça nous a attiré 2 problèmes. Le premier, ça nous a ramené trop de gens. Donc en fait, on n'arrivait plus à délivrer la même expérience, un peu comme un restaurant. Tu vois, en fait, quand t'as trop de gens qui attendent, ben en fait, t'as peut-être la cuisine qui est sous pression, t'as peut-être la salle d'attente qui est sous pression. Ben c'était pareil avec notre software. Il y avait beaucoup trop de gens sur le produit, donc il y avait une expérience qui était pas terrible. Et de 2, c'est que tu connais de moins en moins tes clients. Et à ce stade-là de la boîte, le plus important, c'est vraiment, faut vraiment construire pour 3-4 personnes plutôt qu'essayer de construire pour 4000, quoi. Et donc, on a essayé trop tôt de construire pour les 4000 clients qu'on avait, plutôt de se focaliser sur les 3 meilleurs qu'on avait et continuer avec eux un peu en mode sous-marin. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs et moi, j'ai fait l'erreur de se dire, il faut faire pas de niche, il faut faire attention, faire un truc at scale, il faut faire pour tout le monde. Et je trouve que c'est une énorme connerie parce que si tu prends une boîte très précise, que tu l'aides de A à Z à son besoin, il n'y a pas qu'une seule boîte dans le monde qui aura le même problème. Il y en aura des milliers, en fait, ou des millions. Et du coup, on a un peu changé en cours de route cette stratégie-là. Même là, tu vois, on est plus sélectif. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont s'inscrire à la suite de ton podcast ou sur tes posts LinkedIn et qui n'arrivent pas à rentrer au produit parce qu'on filtre énormément aujourd'hui pour reprendre le contrôle de notre restaurant et pour réussir, tu vois, à avoir la meilleure cuisine pour eux, quoi. Donc, ça a été un effet. On a grossi et on a eu beaucoup de viralité très vite. Ça nous a pas énormément fait grossir le revenu parce qu'en fait, ça a ramené tout le bordel que je t'ai expliqué, quoi. Déjà là, il y en a déjà plus d'un qui doivent écouter le podcast et qui doit être peut-être un petit peu jaloux parce que c'est quand même rare qu'on puisse dire, ben j'arrête les clients. Enfin voilà, je ne borde plus sur mon produit, donc déjà c'est déjà pas mal que vous soyez arrivé quand même à ce stade-là, même si ça montre des problématiques derrière autres que tu n'avais pas forcément imaginé et où du coup maintenant tu limites. Donc on apprend aussi en faisant malgré tout, quoi. Ouais, mais jaloux, tu vois, j'ai jamais vu une boîte vraiment investir dans son marketing pas avoir de résultats, en fait. Et tout le temps, ça revient sur le premier point qu'on disait, c'est on va recruter un marketing, on va prendre une alternante ou on va prendre un profil à 40K par an. En fait, à chaque fois, on va faire une opération d'influenceur, on va sponsoriser 2000 €. Tu vois, à chaque fois, on fait les choses petits. Et quand tu fais les choses petits, t'as presque 0 résultat, en fait. Donc nous, depuis le début, au lieu d'investir dans des commerciaux, on a tout mis le cash en marketing, quoi. T'as rencontré Alex, tu bosses avec lui chez nous. Notre, c'est pas un CMO, c'est le mot interdit. Mais nous, il s'occupe de tout ce qui est la partie content et brand de la boîte. Donc, il a un rôle vraiment 360 avec des KPI. C'est un des plus gros youtubeurs français. Donc, tu vois, pour aller le chercher, pour convaincre quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés sur les réseaux, il y en a pas beaucoup des Alex, quoi. Et donc, c'est un travail, ça nous prend 6 mois pour se dire, on veut vraiment la pépite pour notre stratégie de contenu. Donc, tout a été pensé en mode, on va faire du bruit, on va faire quelque chose de gros. Et donc, on va mettre ce qu'il faut sur la table, quoi. Mais en France, souvent, on veut faire petit. C'est ce que tu dis. Enfin, c'est dire, allez, on va mettre 2000 € sur une campagne paid ou sur du SEO ou autre. Mais en fait, derrière le résultat, on va te dire, ça marche pas. Ben non, c'est pas que ça marche pas. C'est que c'est pas assez puissant pour avoir du résultat sur la durée. Et la prospection téléphonique, c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé avec l'agence il y a 5 ans, je faisais une journée de phoning par-ci, une journée de phoning par-là pour des clients, pour leur montrer que ça fonctionne. En fait, aujourd'hui, si je veux faire une journée de phoning, j'ai
j'ai passé le cap où j'ai besoin de montrer que la prospection fonctionne. Par contre, la prospection va fonctionner sur la durée et de manière régulière. En fait, c'est comme le sport. Ouais. Si tu en fais une fois dans l'année, c'est sympa, il va pas se passer grand-chose, quoi. Tu vois, en France, moi, je trouve qu'on préfère recruter un profil à 5 000 € par mois et on va lui donner 1 000 € de budget. Tu vois et ça choque personne. Et quand il va demander 10 000, alors que tu vois, si tu bossais avec une agence, ça ferait 50% de fees sur ta campagne. C'est énorme. Mais tu sais que moi, je connais des boîtes qui payent plus cher l'agence qui gère le paid que le budget ads qui mettent à disposition de l'agence. Et là, tu te dis, mais en fait, je crois qu'il y a un problème. T'as pas besoin de l'agence. Tu vois, pourquoi faire ? Fais-le toi-même, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, je reste, tu vois, nous, on a une ambition qui est quand même assez dingue. Hein. On veut pas faire quelque chose de petit. On a levé beaucoup d'argent. Donc, il y a aussi, faut savoir dans quelle catégorie tu joues. Hein. Je pense que beaucoup de gens se vantent ou se moquent de lever de fonds. Mais quand tu lèves des fonds, moi, je peux pas me contenter de faire une boîte qui fait 50 millions de revenus. Tu vois, c'est pas possible. Même si je dis ça à mes investisseurs, ils disent, j'investis pas, quoi. C'est pas assez. Donc, en fait, on joue aussi dans un jeu où il y a beaucoup plus de risques, on a beaucoup plus de chances de perdre, mais les enjeux sont pas les mêmes. Les attentes de mes investisseurs sont beaucoup plus grosses et mes attentes personnelles sont encore plus grosses que celles de mes investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'investir et de prendre des risques. Aujourd'hui, vous dépensez entre 30 et 50 000 € par mois. En paid. Hors salaire. Voilà, non mais vous dépensez 30 à 50 000 € par mois en paid. Qu'en France en plus, qu'en Europe. Et qu'en Europe. Donc, comment tu pilotes ces budgets ? Et 2, comment tu vas mesurer le ROI ? Parce que sans ROI, c'est un peu compliqué à suivre. Donc. Ouais, je sais que tu as beaucoup de questions sur le ROI, on va un peu choquer, mais je trouve qu'il y a aussi un problème sur les CMO, c'est qu'ils essayent de traquer 100%. Se dire, j'ai dépensé 10 000 €, je veux reconstruire exactement d'où viennent les gens ou autre. Globalement, quand tu fais quelque chose, tu sais si ça marche ou ça marche pas. Tu vois, c'est un peu comme tout dans la vie. Donc, nous, on a plutôt la tendance de se dire, on va mettre beaucoup sur LinkedIn Ads. On va mettre 50 000 ce mois-ci sur LinkedIn Ads. Et tous les mecs qui vont s'inscrire sur le produit, quand on les a au téléphone, on leur va dire, comment vous avez entendu parler de nous? Et s'il y en a pas la moitié qui viennent de LinkedIn, c'est que ça sert à rien. Tu vois? Donc, bien sûr, on traque et je peux rentrer dans les outils, mais je trouve qu'on s'enferme. Et c'est un peu le piège du CMO qui essaye de prouver à son fondateur, mais regarde, j'ai du ROI. Non, c'est fais-moi confiance, donne-moi 50 000 €, on va mettre sur ça, tu vas voir une différence. Et donc, on a aussi un peu cette idée-là de se dire, on va prendre des gros risques en disant, on va sponsoriser, on va faire des choses, on va voir ce qui va se passer. Et quand ça marche, tu vois. T'es l'exemple, on bosse avec toi depuis 2-3 mois maintenant. En fait, on a chaque semaine des gens qui viennent et ils disent, c'est Pauline qui m'a parlé de la solution ou autre. Donc, en fait, quand t'as quelque chose qui marche, tu le sais. C'est transparent, les utilisateurs te le disent. Quand ils s'inscrivent dans le produit, ils expliquent pourquoi ils s'inscrivent dans le produit. Ils sont fiers. Les gens qui viennent de Pauline, ils disent dans le petit texte, quand ils s'inscrivent, c'est Pauline qui m'a parlé. Dans le premier appel, ils le disent le premier mois. Donc, tu arrives à le sentir. Derrière, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on efface tout. C'est-à-dire, d'un mois à l'autre, on va pas répliquer le mois d'avant. On repart de zéro et on remet un nouveau budget de zéro et on le réalloue. Donc, ça veut dire que des fois, on dépensait, tu vois, à l'époque, beaucoup sur TikTok. Du jour au lendemain, on a tout shut down. Là, tu vois, ce mois-ci, on a tous supprimé Facebook. Ça nous permet aussi de vraiment voir de l'autre côté si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas. Parce que si tu gardes toujours pareil, t'es noyé, t'as tout qui fonctionne. Alors là, tu vois, on a coupé Facebook Meta tout ce mois-ci. On va voir à la fin du mois si c'était une connerie ou pas une connerie. Donc, t'as aussi ce deuxième choix de chaque mois, on repart d'une feuille blanche, on se met ses objectifs, on se dit, c'est quoi le chemin le plus rapide et le moins cher d'y aller? Vas-y, on investit. Et puis, derrière, il n'y a pas que les inscriptions sur les 7 jours d'essai qui sont importants. Il y a la conversion derrière de qui passe vraiment en payant sur ta solution et qui reste sur la durée. Ouais, donc en fait, par contre, c'est un très bon point ce que tu dis, c'est nous, dès que tu cliquer sur nos ads, à commenter nos ads, à payer sur la carte sur le produit, il y a tout qui est absolument traqué. Donc, je pourrais te sortir exactement les chiffres, tu vois, sur nos landing pages, combien ça convertit, sur notre page d'inscription, combien ça convertit, sur notre page de paiement, combien ça convertit. Donc, ça, on traque absolument le tout. Et c'est là où il faut bosser main dans la main. C'est-à-dire que le marketing, si j'ai un funnel d'inscription de mon produit qui est nul, en fait, je paye juste 3 fois plus cher mes ads. Donc, en fait, au lieu d'essayer d'optimiser le coût d'acquisition, non, améliore ton funnel et ton onboarding produit, ça va diviser par 3 tes ads, quoi. Donc, on essaye de vraiment bosser et chaque mois, vraiment, tout le monde de la boîte a accès à combien on a dépensé en marketing. Ouais. N'importe qui, je peux demander à un dev, il va savoir combien on a dépensé. Quel est notre channel qui a le mieux marché ce mois-ci?
et combien de clients viennent de la paid, et combien de clients viennent de l'organique, et combien de clients viennent des sales, maintenant qu'on a un peu de sales. C'est quoi les indicateurs business que tu regardes au quotidien? Comment tu t'assures que le marketing est rentable? Et comment tu pilotes ton marketing pour qu'il soit jugé sur le business qu'il génère et pas juste sur les likes ou les impressions? Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, je trouve que la vanity metrics, c'est le KPI le plus suivi, mais surtout celui qui sert à rien, quoi. Ouais, nous on l'a prouvé, tu vois, on faisait 1 million de vues par mois sur notre média qui s'appelait Mobile First. Ouais. Et pourtant, on avait très peu d'inscriptions, quasi zéro qui s'inscrivaient, tu vois, parce que l'audience n'était pas la même. Ce qu'on racontait dans le média, on racontait des histoires d'entrepreneurs. On se disait, qui écoute des histoires d'entrepreneurs, les autres entrepreneurs? En fait, non. T'avais des non-entrepreneurs qui écoutaient, donc le message marchait pas forcément bien. Il y a d'autres boîtes qui arrivent à faire de la viralité et avoir de l'acquisition, même en France, tu vois, des legal place, on le voit partout, ou legal star, je confonds toujours les deux. Et après, t'as Conto aussi, t'as Conto qui a dépensé beaucoup en marketing, tu vois, ça a été les premiers, Gwen, qui était la première directrice du growth, ils ont très vite investi. Maintenant ils font des pubs à la télé, tu les vois sur tous les... Maintenant, on va dire c'est facile, c'est Conto. Ouais. Dès le début, ils ont mis des très gros budgets aux créations de la boîte, ils ont mis des très gros budgets. Le premier campagne métro qu'ils ont fait, je pense que c'est peut-être 2017 sur une boîte qui est créée en 2016. C'est ça. Tu vois. Donc en fait, c'est aussi, oui, aujourd'hui ils dépensent encore plus. Mais dès le début, ils ont eu cette attitude-là. Pour revenir sur tes questions... HelloWork aussi qui fait beaucoup ça. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, on va pas citer 5 boîtes, et c'est vrai que c'est compliqué. Mais tu vois, aujourd'hui, je citerai HelloWork, Conto. C'est les deux qui me viennent... T'as Brevo, Sending Blue qui fait un peu de bruit sur du social. Voilà. Après, t'as du coup Legal Place. Ouais. T'avais Welcome to Jungle qui était extrêmement fort sur la partie content. Là, j'en entends plus parler. Mais qu'on n'entend plus parler depuis qu'ils sont plus. Mais ils étaient très forts sur la partie média, notamment content au début. C'est ça. C'était un peu une masterclass. Mais oui, il y en a pas beaucoup de boîtes marketing-led en France, quoi. Au final, comme tu dis, il y en a très peu qui font il y a très peu de marketing qui est fait pour vraiment attirer des clients, quoi. Et tu vois, sur tes KPI, moi, ce que je regarde toujours la fin du funnel. En fait, donc, tu vois, le premier truc que je fais, moi, c'est soit le dimanche, soit le lundi. J'exporte la base de données et je regarde qui s'est inscrit la semaine dernière et je rentre en détail de, OK, c'est quoi la répartition par pays? C'est quoi la répartition par channel? Donc, qui vient du web, qui vient des applis mobiles? Qui a payé, qui a pas payé? Qui est activé, qui est pas activé? Donc, je focus plutôt sur qui est activé et qui est pas activé. Et après, je remonte. Donc, je dis, OK, combien on a dépensé? Ça a ramené combien de trafic? Tout le trafic, d'où ils viennent. Et après, on se point, tu vois, on a le point en ce moment, là, où est-ce qu'ils sont, pendant qu'on enregistre le podcast, où on met toute l'équipe market, go-to-market, elle s'appelle chez nous. Donc, tu as du sales, du product et du marketing. Et on est sûr que tout le monde a les chiffres de la semaine dernière. Et on se met tous ensemble les chiffres à atteindre cette semaine. Et on s'assure de qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir les chiffres cette semaine, quoi. Et souvent, tu te rends compte que c'est des petits détails à la con, de la page de paiement a été cassée et personne ne l'avait réparée. On traquait mal sur Google Analytics alors qu'il fallait traquer. On avait une campagne, mais en fait, l'intégration, elle est décalée. À chaque fois, en fait, c'est des sujets qui sont en dehors de juste l'équipe marketing, quoi. Et donc, le plus important, et tu vois, les équipes qui performent le mieux en market, c'est celles qui sont le mieux connectées. C'est pas une équipe presque, c'est une ressource qui est dans chaque partie du département des autres boîtes, quoi. Et c'est là où ça marche le mieux, c'est quand tout le monde pense marketing et quand tout le monde est intéressé par ce sujet. On en parlait, nous, les designers, les devs, ils font des onboarding produits. Donc, tu peux t'inscrire sur Allo, tu peux demander une mise en place, tu vois, un onboarding avec les équipes, c'est random. Ils en ont 1 ou 2 par mois, tu vois. Mais par contre, ils sont obligés de faire des onboarding clients. Avec les clients. Ouais. Et c'est les devs, on a certains devs qui en font plus de 40 par mois, tu vois. Ouais. Ah ouais. C'est des appels d'entre 15 et 30 minutes, ouais. Non, on a Léo, tu vois, tout le monde te le dira dans la boîte. Il fait toutes les calls clients dès qu'il y a une intégration un peu complexe et tout, c'est lui qui le fait. Et ça te permet de garder aussi souvent les boîtes sont coupées en deux. Tu vois, t'as la tech, le produit d'un côté et le sales et un peu le market, tu vois, que c'est pas où trop se mettre. En fait non, si on bosse pas les mêmes pour les mêmes raisons, et en plus les techs ils adorent tout ce qui est go to market. Ça les fascine, comme ils connaissent pas, ça les fascine, quoi, ça les attire. Et puis en plus ils peuvent voir réellement ce qu'ils font côté tech, la mise en place chez un vrai client. Le meilleur moyen de résoudre un bug, moi, je forward l'email avec le customer en copie en lui disant je te présente Léo, il va t'aider.
l'ingénieur, il prend toute la pression. Je les fais pas tous les bugs, mais tu vois, sur certains bugs, l'ingénieur, il se retrouve dans la boucle, il voit un client impacté, direct. Le truc s'est fixé en une demi-journée, en fait. Et quand ça prend du temps, c'est quand c'est reporté par le support. Le support va l'envoyer au product. Le product va le prioriser dans une roadmap. Il y a plein de choses qui doivent pas passer par une roadmap parce qu'en fait, c'est juste un mec qui a écrit un code. Si ce code marche pas, il est capable de le fixer en 5 minutes, en fait. Et donc, nous, on essaye d'avoir un peu cette politique de les développeurs sont au plus proches du client, quoi, et du market. Non, on n'a pas de RevOps. C'est un dev qui s'occupe de tout le RevOps chez nous. Parce que c'est lui qui faisait les CRM, les intégrations avec le CRM. Il a bouffé du CRM pendant plusieurs mois. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui fait toute la partie reporting des sales, dashboard, automatisation. C'est un dev qui gère tout ça, quoi. Bon, moi, je viens plus du monde de la prospection, du call en particulier, de ce que j'appelle vraiment le contact direct, vraiment le one-to-one. Toi, tu as choisi du coup l'approche inverse, donc attirer plutôt que chasser. Du coup, tu vois des forces de l'inbound qui sont différentes. Peut-être que tu vas me dire que l'outbound va garder encore une utilité ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? En sachant que tu parlais tout à l'heure que dans la boîte où tu étais avant, il y avait quand même des commerciaux. Ouais, c'était une armée. Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de call, moins que toi. Mais le truc qui était le plus frustrant avec le call, c'est que c'est jamais le bon timing. Honnêtement, c'est pas forcément les gens qui te disent non, qui t'envoient valser ou autre. Moi, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il n'y en a pas tant que ça. Le plus frustrant, c'est que tu passes beaucoup de temps que tu dis c'est intéressant, mais c'est trop tard. Ou peut-être dans un an, tu vois, exactement. Et donc, le plus chiant, c'est le timing. Donc, l'idée, nous, comment on a pensé le marketing, c'est de se dire, les gens que c'est vraiment un sujet, ils vont venir chez nous, tu vois. Donc, on va essayer de capturer ce timing, on va faire du marketing toute l'année, on va bombarder. Et quand les mecs cliquent et qu'ils créent un compte chez nous ou quand ils demandent à parler à nos sales, on sait que le timing est bon. Le timing est bon. Et donc, nous, en fait, on prévoit, tu vois, il y a toutes les inscriptions, ils sont tous rappelés par nos commerciaux. Donc, on a un commercial part-time sur la partie française qui bosse 8 jours par mois. Et on vient de recruter depuis 3 semaines la Head of Sales aux États-Unis. Et en fait, dès qu'il y a un inscrit sur le produit, il est appelé par nos équipes donc c'est presque ils utilisent l'appel. C'est le moyen le plus rapide. On fait pas de Google Meet, on fait rien. On appelle les gens en spontané. On leur demande, OK, vous êtes sur le produit. Est-ce que vous avez eu un problème? Est-ce que vous avez pas eu un problème? Est-ce que vous êtes tout seul? Et ils vont faire toute cette qualification-là. Et ça, dès l'onboarding sur la période d'essai. Ouais, à la journée. Nous, on regarde si à la fin de la journée, ils ont pas appelé, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, le SLA, c'est 24 heures. Et donc, du coup, t'en as un sur la France. Enfin, un et demi, on va dire, maintenant. Il fait à peu près 400 appels semaine. OK. Et est-ce que c'est assez pour couvrir tout le flux sur la France? Ouais, nous, il est sous l'eau sur la France. Donc, en fait, non, on n'arrive pas à appeler tous les gens qui s'inscrivent sur le produit. Par contre, lui, il arrive à faire son variable. Donc, nous, il faut qu'il y ait 30% du revenu qui soit fait par les sales. C'est ce qui te permet de rester, tu vois, product-led growth. Mais donc, du coup, ils sont incentivés sur quoi? Sur la conversion en client payant? Ouais, eux, ils leur font signer soit du yearly, soit du multiple licence. D'accord. En fait. Et du coup, ils choisissent par rapport aux informations qu'auront exactement. les clients. Ils ont accès à toutes les informations. Ils choisissent énormément. C'est un peu des divas, donc ils vont vraiment scorer. Nous, on a l'IA qui va enrichir toutes les inscriptions sur le produit. Donc, on peut savoir, par exemple, s'ils ont plusieurs numéros de téléphone sur leur site internet ou non. On peut savoir si le mec est le seul de sa boîte ou s'il y a plusieurs profils. On peut savoir s'ils ont un logiciel concurrent ou non. Donc, il a pas mal d'infos, le sales, quand il appelle pour être sûr. D'accord. Cette traumatisation de pas être, tu vois, au bon timing et pas avoir les bonnes infos. On s'assure que c'est le bon timing quand ils ont les mecs au téléphone et qu'ils ont toutes les informations dans le CRM, quoi. Canon. Et du coup, tu dis souvent que en France, on confond faire du contenu et faire du business. C'est quoi la différence, selon toi? Soit tu fais du contenu avec une vision très long terme et donc tu fais du brand et donc t'investis et tu te dis je m'en fous du ROI et j'y vais à 200% dans des choses très créatives, très pensées ou autres. Et ça, je pense que c'est un très bon play, mais il y a personne qui ose le prendre. Se dire, je vais investir 50 000 euros par trimestre pour juste créer du contenu et on verra dans 2-3 ans. Ce que on parlait, tu vois, de Welcome to Jungle dans le passé. Soit t'as les boîtes qui font un peu l'entre-des-deux en faisant un peu du contenu sans traquer. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on a du contenu qui est vraiment pur organique. C'est de se dire, c'est du contenu qui est fait par les employés, c'est du contenu qui est fait par moi, on le poste, et de temps en temps, on va tester que ce contenu nous ramène des gens. Donc, typiquement, nous, on a 2 types de contenu. On a du contenu pour recruter des gens et on a du contenu pour recruter des clients.
Okay. Là, on a recruté des employés ou recruté des clients. Et donc, en fait, on a toujours des postes où là, on va mesurer notre audience. Donc, on va se dire, là, ce poste-là, faut qu'il ramène tant de clients. Ce poste-là, faut qu'il ramène tant de candidats. Donc, en fait, ça nous permet de garder cette stratégie. On fait du contenu. Par contre, il y a des moments donnés, il faut qu'on vérifie, tu vois, si oui ou non, l'audience qu'on est en train de construire, elle est qualitative. Parce qu'en fait, sinon, tu vas tomber dans la même erreur qu'on avait au début. On avait une très grosse audience, plus de 200 000 followers. Il y a très peu d'entrepreneurs dans notre audience. Nous, on vend des outils aux dirigeants et aux entrepreneurs. Donc, on essaye de faire ces checkpoints. Le deuxième, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de traquer ce qu'on discutait au début. C'est très facile de savoir si je mets 10 dans ça, est-ce que ça génère 10 de mon côté, quoi. Quand je dis c'est très facile, avec un peu d'UTM ou des liens traqués, il y a zéro technologie, zéro outil à acheter, tu vois, c'est gratuit. Avec n'importe quel CRM aujourd'hui qui va se remplir en fonction des infos du lien, je suis capable d'avoir une vue sur mes opportunités de la semaine et de savoir d'où elles viennent, et derrière de faire un petit export Excel et de pouvoir regarder combien j'ai mis dans mes campagnes et combien ça a ramené de mon calcul. C'est rapide en temps et c'est rapide et c'est pas cher en budget. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils d'attribution à 10 000 euros par mois. C'est bête et méchant, les technologies, pour traquer. T'auras pas 100% de traçabilité, mais t'auras assez pour prendre des décisions d'investir plus ou d'arrêter d'investir. Donc, tu disais tout à l'heure qu'avec Mobile First, vous avez fait des grosses campagnes à plus de 2 millions de vues, etc., machin. Finalement, t'as appris que faire des vues, ça rapportait pas forcément du cash. Je trouve que c'est un super apprentissage et je trouve que c'est important de le redire aujourd'hui que mais voilà, la vanity metrics, ça fait pas manger, quoi. Non, t'as beaucoup de gens qui ont jamais fait de vues ou de reach et donc ils se rendent pas compte de ça. Mais souvent, et tu le vois, hein, c'est assez marrant quand tu vois les influenceurs sur LinkedIn ou sur les réseaux, c'est jamais le post le plus viral qui va ramener le plus de cash. Et en fait, c'est pour ça que les bons créateurs de contenu dont tu fais partie, en fait, ils s'en foutent au bout d'un moment du reach et des likes. Ils regardent juste, par contre, cette semaine, il faut que je fasse 5 posts. Surtout avec l'algorithme de LinkedIn qui change tous les 3 matins. Moi, pareil, on me dit oui, machin. En fait, je veux même pas savoir comment il fonctionne. Je sais que ma cible est là. Et tu sais que il faut être régulier. C'est le la régularité, c'est le plus important. C'est ce que tu disais. En fait, donc, moi, ce que je vois, les gens les meilleurs sur LinkedIn, ils sont obsédés par être sûrs qu'ils postent chaque semaine dans les thématiques qui les intéressent. Et même si tu regardes, tu vois, des mecs comme Thibault Louis, tous les 3-4 mois, il va faire des sondages sur son audience en leur disant quelques questions pour qualifier mon audience, parce qu'il veut s'assurer que la stratégie qu'il avait sur les 3 derniers mois, ça a ramené les bons utilisateurs. Et donc lui, il change vachement de sujet tous les 2-3 mois. Et à chaque fois, il va faire ses étapes intermédiaires pour s'assurer que son audience, elle est toujours aussi qualitative, quoi. En fait, je pense que c'est bien de savoir ton audience, mais c'est aussi bien de savoir par rapport à ton produit. Parce que si ton audience, elle change, si tu vends toujours la même chose, c'est compliqué quand même. Et c'est ça, en fait, souvent, ton produit change beaucoup plus vite que ta distribution. Donc, par exemple, si tu investis dans du SEO, nous, on commence à avoir des articles de l'an dernier qui commencent à ranker numéro 2, numéro 3 dans Google. Donc, c'est à peu près 1000 visiteurs par mois, tu vois, qualifiés. Mais c'est plus forcément d'actualité. Mais c'est plus les fonctionnalités comme en avant, tu vois, dans notre produit. Donc, c'était par exemple quand les gens t'appelaient, t'avais quelqu'un qui répondait à ta place et qui demandait qui était la personne, et donc ça te faisait sonner. Apple a sorti une nouvelle fonctionnalité. Donc, maintenant, ça a explosé. À niveau SEO, on est très bien ranké, mais c'est plus la fonctionnalité la plus utilisée par mes meilleurs clients. Donc, tu vois, c'est aussi ce dilemme-là, mais c'est fine. Tu vois, c'est pas grave, ça ramène du bruit ou autre. Mais il faut toujours garder en tête que la distribution, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Et donc, souvent, il faut anticiper aussi. Tu vois, il faut tenter des trucs. Souvent, ils comprennent pas les techs, mais des fois, on va chercher du contenu, on écrit du contenu sur des fonctionnalités qu'on n'a pas. Parce qu'on se dit, déjà, le temps que si ça marche, ça ira. Et le temps que si ça ramène vraiment du trafic, on la concevra, la fonctionnalité. C'est toujours plus facile de concevoir un produit que de distribuer un produit. C'est ça. Et c'est toujours plus rapide aussi. Donc, faut toujours vachement anticiper. Donc, si tu regardes, par exemple, moi, ma stratégie sur LinkedIn, je pitch vachement sur la boîte dans 2-3 mois, en fait. Parce que comme ça nous permet de toujours adapter, même les recrutements qu'on fait. Quand moi, j'annonce des recrutements, on n'a même pas d'offres disponibles. On teste pour juste voir si... tu fais partie de ces gens-là. Ouais. Mais on recrute, hein. On recrute quand ça marche. Mais tu vois, c'est Hawaii qui nous a rejoint sur la partie opération ou autre. En fait, on n'était pas sûr de vouloir ouvrir la position. J'ai fait un post LinkedIn qui a extrêmement bien marché. On a reçu à peu près 50 candidatures, j'ai rencontré les 50 personnes, et en fait, ça m'a permis de vachement définir quel profil on avait besoin, et on en a recruté une, tu vois. Ça te permet aussi de voir, en fonction des capacités des gens, etc., leur appétence, et aussi de
construire aussi, en fonction de la bonne personne, le bon post, quoi. Donc, Et comment on a lancé Allo, tu pourras le mettre, tu vois, mais j'avais fait un post qui était parti ultra viral où j'annonçais que j'arrêtais la tech et je lançais un restaurant. Donc j'étais dans une cuisine du restaurant qui était derrière nos bureaux. Et j'avais mis le numéro de réservation du restaurant pour appeler et réserver. Et c'était une IA qui répondait au téléphone. Et il y a encore des gens qui disent ah du coup t'as ton restaurant à Paris et tout. Non non. mais c'était un moyen, tu vois, on n'avait pas de produit, on avait juste un MVP. J'ai juste fait un post LinkedIn et ça nous a permis de tester. Le message à revoir, il n'était pas assez clair parce que les gens ont vraiment pensé que je lançais un restaurant en fait. Donc c'est parti en mode félicitations et tout. Donc je pense que le message était un peu trop second degré, mais ça permet de vachement tester des idées, quoi. Comment vous concevez un contenu qui convertit ? Alex, donc, il s'occupe de toute la partie content chez nous. Il est obsédé par le hook, donc en fait que le message capture quelqu'un très rapidement, et il est obsédé que les gens font une action. Donc, on investit beaucoup sur des short vidéos, nous, et on investit beaucoup dans LinkedIn. C'est nos deux gros, et Reddit qui est un peu pareil. Mais en fait, à chaque fois, c'est vraiment travailler pour que le message, il hook la bonne audience et que l'engagement, il fait. Mais pour donner des tips, c'est, tu vois, Alex, quand il postait une vidéo, il l'a supprimée au bout de 2 heures si ça marchait pas. Il l'a remodifié, il refaisait un montage différent, il repostait, il resupprimait, il remodifiait, il repostait. Il pouvait faire ça 20 fois d'affilée. Jusqu'à ce que le watch time soit, la rétention de la vidéo soit bonne. Sur LinkedIn, on fait un play qui est un peu plus différent. On poste beaucoup, en fait, et on analyse à la fin du mois qu'est-ce qui a bien marché. On essaie de comprendre pourquoi, sans essayer de reverse engineer l'algorithme, mais se dire, OK, en fait, ce message, parce que l'image, elle était vachement bien sur ça. Là, en fait, on parlait vraiment de la cible et on essaye de vachement analyser. Donc, en fait, la meilleure stratégie de contenu, c'est d'avoir beaucoup d'idées. On a 150 idées à la minute. On stocke toutes ces idées. On dit non à 90% des idées. En fait, c'est le plus dur. On a tellement d'idées qu'on a envie de faire et on s'oblige à se dire une grosse idée par mois et plein de petites idées par mois. Et après, on teste. On teste, on supprime si ça marche pas, on reposte, on reteste. Et je pense qu'on est plus têtu que les autres. C'est-à-dire qu'on a testé un truc qui marchait pas. On va se dire non, mais ça devrait marcher, tu vois. Et donc, on va tester jusqu'à ce que ça marche et ce qu'on arrive à le faire marcher. Et donc, beaucoup de, tu vois, Reddit, on est le bon exemple. On a testé un petit peu, ça marchait pas. Moi, je me dis, c'est sûr que ça va marcher Reddit. Les Américains, ils passent leur vie sur Reddit. Nos concurrents, ils sont forts sur Reddit. Et on a continué. Là, ça commence à prendre. C'est 1 an de test, tu vois, sur Reddit. Donc, c'est pas si simple. Mais il n'y a aucun réseau où c'est facile. Alors après, tu peux partir viral avec une vidéo, mais derrière, ça te rapporte pas de bise, etc. Mais c'est comme LinkedIn. Moi, ça fait 3 ans que j'y suis tous les jours. Bon, ben voilà, des fois, ça flop. Des fois, tu fais du buzz. Mais en fait, c'est la constance aussi qui fait que... Nous, dans les bureaux, tu vois, on a imprimé pas mal de choses. On a les followers de MrBeast, donc qui est le youtubeur le plus follow au monde. Je crois que c'est 500 millions de followers. En fait, sur ses 3 premières années et sur ses 500 premières vidéos. Et en fait, je pense que 99% des gens auraient arrêté. Il avait 15 000 followers au bout de 3 ans, full time. Full time, 500 vidéos en 3 ans. Il avait 15 000 followers. C'est malade, je suis sûr, tu vois, si on prend Mathieu Stéphanie pour les podcasts, c'est pareil. Je pense que quand tu regardes ce que tu dis, nous à côté, c'est ridicule ce qu'on a fait avec Reddit, mais c'est de se dire, donnez-vous le temps et testez, et en fait, ça marchera forcément, un jour ou l'autre. Parce qu'en fait, chaque post, il va être meilleur, chaque vidéo va être meilleure, et après, ça paraît logique, mais beaucoup trop de boîtes, par exemple, on disait, les CMO se font virer au bout de 3 mois. On leur donne pas le temps aussi. Ni le temps, ni les moyens de faire les choses correctement. Exactement. Donc en fait, c'est. En fait, on est vraiment dans ou la poule, quoi. Les gens veulent aller trop vite. Ils veulent du résultat tout de suite, sans forcément trop investir ni en temps, ni en énergie. Et donc du coup, ça peut pas marcher. Tous les exemples que tu disais, ils te citent un exemple d'une boîte qui a fait un truc précis. Et en fait, tu dis, regarde, une vidéo, 10 000 euros de CA. Ouais, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que le mec qui a fait cette vidéo, c'est un mec qui a 10 ans de YouTube derrière. C'est ça. Et en fait, c'est sa 10 millième vidéo qu'il a faite. Donc toi, avec ton alternant en marketing, il peut pas partir viral et payer son salaire en un jour. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc ouais, je pense que ça prend du temps de faire des belles boîtes, ça prend du temps de faire des belles marques, ça prend du temps de créer du contenu. Et ce temps-là, il faut l'allouer. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, tu vois, je vois la création de contenu comme un investissement. Mais aussi pour essayer d'apporter de la valeur. Tu vois, genre, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur la partie business,
si quand tu regardes une vidéo, t'apprends pas quelque chose à la fin, je trouve que c'est dommage. Enfin, tu vois, genre, je trouve que ça perd de sa valeur de manière globale, quoi. Bah, en fait, je pense qu'on arrive à un mode où quand tu ouvres ton smartphone, quand tu ouvres Netflix, il y a de plus en plus, les gens sont fatigués, donc ils vont chercher la facilité, donc il y a de plus en plus de contenu, pas de merde, mais du contenu divertissant, donc qui te permet de pas réfléchir. Et en fait, ils commencent à avoir une fatigue, et tu le vois, nous on le voit dans les téléchargements des applications ou autres, c'est les gens veulent les livres, ça va être la première année où ça va augmenter, tu vois, la vente de livres. Enfin, il y a ce côté où les gens veulent sentir utile. Je pense qu'il y a eu ce post-Covid qui est en train de reprendre, et là, il y a beaucoup de gens qui disent j'en ai marre du scroll. Donc, tu vois, des boîtes comme Opal, ça cartonne sur bloquer les réseaux sociaux sur son téléphone. Il y a une reprise en main, et donc les gens veulent du contenu de qualité. Et sont en train de commencer à investir dans les formations, à investir dans du contenu et à aller se former. Et après, moi, ce que je vois, c'est aujourd'hui, il y aura plus de gens qui seront intéressés par tes vidéos, qui seront intéressés par tes services, en fait. C'est par deux faits, tu vois. Et donc, en fait, ça va te permettre de toucher beaucoup plus de gens que si tu devais juste vendre tes services. Donc, ça te permet d'avoir un peu un produit d'appel pour aller convaincre des gens. Et en fait, quand ça sera le bon moment pour eux, ils penseront à toi normalement. Donc, nous, c'est un peu pour ça qu'on fait du contenu pour des petites boîtes ou autres. Parce qu'on se dit, le jour où ils auront besoin de nous, ils se souviendront de nous. Tout à fait. Ah bah ça, Et souvent, c'est assez marrant, hein. Quand tu regardes, c'est entre 6 à 8 mois après le premier touchpoint, hein. Nous, déjà, des gens, ils s'inscrivent sur Allo. Typiquement, le wagon, aujourd'hui, qui est un gros client chez nous, le mec, ça faisait 2 ans qu'il nous suivait. Et en fait, il a dit, putain, là, ça y est. Là, c'était le bon moment. C'était le bon hook, c'était le bon message, c'était le bon moment. Mais par contre, il vient quand il a un sujet. Ouais. Et au moins, tu perds pas de temps avec des gens qui sont là juste pour. Et c'est mis en place, nous, c'est closé en 24 heures, en une semaine, c'est déployé. Quand on a préparé le podcast, c'est qu'on a discuté, tu m'as parlé de Géo, un peu comme du nouveau SO. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne concrètement ? Ouais, ben, globalement, c'est typiquement, c'est comment apparaître dans les recherches des modèles, hein, donc de Perplexity, Claude à ChatGPT, Gemini à ChatGPT. ChatGPT étant le plus courant, les gens qui l'utilisent le plus. Ce qu'on s'est rendu compte à titre personnel, c'est que maintenant on pose plus de questions à ChatGPT qu'à Google. Et donc ChatGPT nous met des résultats. Il y a plusieurs versions de ChatGPT et il y a eu des changements, donc ça change énormément. C'est un peu le début. Mais nous, ce qu'on se rend compte, il y a à peu près 13% de nos clients qui viennent de modèles, ChatGPT étant le plus fort. Et donc, c'est des gens qui ont posé pas une seule question. En fait, c'est des gens qui ont discuté avec ChatGPT en amont. Donc, ils savent ton prix, ils savent tes conditions, ils ont en fait posé à ChatGPT tous leurs problèmes. ChatGPT, il a analysé tout ton contenu en ligne sur toi. Et il leur a expliqué pourquoi tu étais la bonne solution, pourquoi tu étais l'une des bonnes solutions. Donc, ce qui est trop bien avec ChatGPT, c'est que déjà, c'est des gens qui sont beaucoup plus avancés. C'est-à-dire que c'est pas juste une recherche Google téléphonie, tu vois. Ouais. C'est des gens qui ont posé, qui ont réfléchi et ainsi de suite, qui ont souvent discuté, interagi avec ChatGPT avant d'arriver chez nous. Donc ça, c'est des users beaucoup plus qualifiés que je vois que les autres. Et de deux, c'est des gens qui ont toutes les informations sur ta boîte, quoi. Donc, si ton information est pas mise à jour, eux, ils se disent, attendez, le prix, c'était ça, tu vois, par exemple. Donc, nous, on a beaucoup investi dans ChatGPT, dans le Géo que t'expliquais, avec ChatGPT qui est le plus courant, en faisant du contenu adapté, puisqu'en fait, la manière dont les algorithmes de ChatGPT fonctionnent sont différents de Google, même si la base commune, c'est d'avoir du contenu, hein. Donc, ça revient à l'étape 1, c'est d'avoir un site internet qui est clair, avec un contenu structuré. Mais tu sais, dans le SEO, on essaie d'avoir des articles un peu plus longs, un peu plus bien écrits. On essaie d'être le moins AI possible, tu vois, et c'est ce qu'on fait en SEO. On paye des content writers pour vraiment écrire du contenu presque journalistique. À côté, le modèle, lui, il veut donne-moi l'information, un format synthétique, bullet point, je veux juste tes 15 infos. Donc, il y a toujours ce travail-là de faire des pages où le contenu est très minimaliste et des pages où le contenu est très rédactif, quoi. Je sais pas le mot français, mais très bien écrit. Et le deuxième, en fait, un peu comme le SEO, tu sais, il y avait le fameux concept de backlink, c'est-à-dire comment on juge qu'un site est important ou pas important. Là, ce qu'on s'est rendu compte avec ChatGPT, c'est que lui, c'était les mentions sociales. Donc, plus t'apparais dans des podcasts, plus t'apparais sur des posts LinkedIn, plus t'apparais dans des vidéos YouTube, plus t'apparais dans du contenu, en fait, plus il va te mettre de la crédibilité. Donc, c'est assez intéressant. Là où tout le monde cherchait des liens et même acheter des liens entre eux, là, en fait, les modèles de ChatGPT sont
pour moi plus logique, hein, mais c'est adapté au contenu qu'on consomme aujourd'hui, c'est-à-dire plus ta marque est visible dans les contenus. Et donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Peak AI. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Pronounce, enfin c'est tous ces outils. Donc nous, on utilise Peak, ils se ressemblent tous, il y a différents budgets de prix, il y a des solutions françaises aussi, nous c'est une solution allemande, où en fait, ça va poser des questions à tous les modèles, ChatGPT, Perplexity, toutes les semaines ou tous les mois à la même fréquence, et ça va voir la différence dans les résultats. Et donc, ça va voir dans quelle question tu poses à ChatGPT, ton concurrent apparaît, et quelle question de toi tu apparais. Et ça te permet, en fait, ce qu'on disait, de chiffrer, de savoir si ça marche ou ça marche pas. Et donc, nous, on monitore ça au mois en se disant, OK, à la fois, combien de gens s'inscrivent sur notre site internet avec la source ChatGPT. On le demande quand tu t'inscris ou dans les UTM, c'est mentionné par ChatGPT. Et de deux, ben, on a cet outil qui nous permet d'être proactif, de requêter les modèles et de nous sortir de la data de qui sont les leaders du marché et pourquoi. Donc là, en gros, ceux qui ont toujours pas commencé à faire du SEO, là, tu leur parles d'un monde qui est stratosphérique et où ils se disent que c'est peut-être pas un train qu'ils ont de retard, mais deux, quoi. C'est ça? En fait, on dit souvent que le site internet sert à rien. En fait, ce qui est vrai, mettre 100 000 € dans une agence de design pour avoir un site joli, ça sert à rien. Par contre, d'avoir 150 pages claires sur ton site internet, de mettre ton support client en ligne avec toutes les informations par étape, d'expliquer ta grille tarifaire, pas sur 3 prix, mais d'avoir une vraie grille tarifaire, ça c'est de l'or, en fait. Et surtout, en ce moment-là, où les modèles sont en train de se former, il y a une course à ce que les modèles se forment, ben, mieux t'es dans la source des résultats, plus c'est toi qui va former le modèle, plus le modèle va parler de toi, en fait. Et donc, je trouve toujours ça, c'est une énorme connerie, quand le support des boîtes, c'est pas juste des articles en fait, parce que les IA, ils adorent ça. Ils adorent savoir comment créer un compte. Et du coup, tes utilisateurs, maintenant la moitié du support est réduit parce que les utilisateurs, avant de contacter le support, ils demandent à ChatGPT. Et de l'autre côté, ben en fait, ça te permet d'avoir énormément d'informations. Donc ouais, je trouve ça vachement dommage, et toutes les industries, hein. Tu parlais des gens dans la fabrication d'objets, des gens dans l'industrie ou autre, d'avoir un catalogue clair, accessible en ligne, ça va leur donner des opportunités de métier énormes dans les prochaines années. Là, on va aller un petit peu sur le marketing français qui est un peu face à un mur, on va dire. Après, je vais me faire taxer maintenant. En plus, je suis plus résident fiscal français, je vais me faire tomber dessus maintenant. C'est sûr, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est avancer. L'objectif là, ça va être de revenir sur la racine du problème, que ce soit la culture, la structure, le mindset. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est pourquoi la relation marketing et sales est super dysfonctionnelle dans les boîtes françaises. Ouais, et qu'est-ce que tu vois toi aujourd'hui aux US qui fait que c'est incompréhensible ce qu'on vit en France aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Pour recontextuer, donc moi j'ai grandi, je suis né dans le sud de la France, je suis arrivé à Paris en 2016, j'ai fait une boîte à Paris, cette boîte-là on l'a lancée aux États-Unis avec Spendesk. J'ai fait 2 ans aux États-Unis, ça a pas marché, je suis rentré. J'ai relancé Mobile First en France, on a monté les bureaux en France, la boîte est toujours française aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que le marché américain était 10 fois plus grand, 10 fois plus dynamique, les gens avaient plus d'argent, donc tout était mieux. Donc j'ai déménagé en septembre de cette année pour les États-Unis. Donc en septembre 2025. Septembre 2025, ça fait 2 mois, tu vois, quand on enregistre ce podcast. Je suis encore dans ma période, même si j'ai étudié aux US quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19 ans, j'ai vécu 2 ans aux US avec Spendesk. Là, c'est 2 mois, donc je continue un peu mon journal de bord. Quelque chose qui est un peu différent. Il y a tellement de différences. Mais une des choses sur les marketing et les sales, c'est, je pense qu'en France, c'est logique, et tu vois, on en joue un peu dans ce podcast. Il y a une guerre sales-marketing, alors qu'aux US, ils reportent à la même personne. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir le directeur revenu et le marketing reporte au revenu, le sales reporte au revenu. Ils ont le même boss. Donc, derrière, ils sont au même niveau, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc où tu vois dans les boîtes françaises où c'est 2 départements différents avec les gens qui reportent pas la même chose et tout ça, ça crée beaucoup de différences. Mais surtout, les gens se parlent pas. Les gens se parlent pas. Enfin, le marketing fait un truc dans son coin, le sales fait un truc dans son coin, et souvent, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que le marketing en France, il est vu pour assortir 3 couleurs sur un PowerPoint et faire un post LinkedIn de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, qui sont directeurs growth, marketing, peu importe. Toute la fonction SDR, donc vraiment la qualification ou l'avant-vente, est dans l'équipe marketing aux US. Beaucoup de boîtes, le sales, c'est juste le closing, en fait. Tout le reste, la pipeline, la demand et tout ça est fait
dans l'équipe marketing. Et donc, du coup, tu as des marketeurs en face de toi. Ils passent plus de temps dans le CRM et le RevOps leur appartient et tout. C'est des gens qui maîtrisent la pipeline et qui peuvent te dire exactement, cette semaine, combien on va générer de leads, combien on va générer d'opportunités qualifiées. Et il va se mettre en avant sur des SQL. Donc, il va s'engager à dire, on va générer tant de leads qualifiés cette semaine. En France, on a du mal à s'aligner parce qu'il y a un peu cette guéguerre-là. Je pense que le sales sont aussi un peu ingrats. Ils sont pas proactifs sur faire du marketing parce qu'en fait, le marketing, c'est à tous les niveaux. Il y a plein de boîtes. Tu vois, il y a un ancien Spendesk qui s'appelle Anas qui est parti lancer Spendesk à Dubaï. Donc, ils ont fait 0 à 10 millions de revenus la première année. Et en fait, toutes les publicités en ligne qu'ils faisaient, les acteurs, c'était les sales. Donc en fait, la manière dont le marketing avait mis en avant, c'était d'utiliser les sales pour faire les ads, les posts. Il y avait Intercom en France, en Irlande, en Europe, qui faisait ça aussi. C'était les sales qui regardaient des petites vidéos, des démonstrations produits. Donc en fait, il y a plein d'initiatives qu'on peut faire pour que ça soit une même équipe. Et donc là, c'est peut-être des exemples qui peuvent paraître extrêmes pour ton audience, mais d'utiliser vos sales dans les publicités, ça va permettre de savoir pourquoi on fait la publicité. Derrière, le sales, il va pas dire c'est quoi la créa qui marche le mieux parce qu'il sait ce qu'est une créa et ainsi de suite. Donc, puis il sait ce qui intéresse l'audience en face. Exactement. Donc en fait, moi je trouve ça toujours absurde qu'il y ait toujours ces guerres-là et que on les oppose. Encore une fois, je pense que la grosse raison c'est qu'il manque de budget. Donc du coup, les deux équipes se tirent l'un dans l'autre pour récupérer le plus de budget. C'est-à-dire que si on met 10 000 en marketing, tu m'enlèves 2 SDR. Ouais. Et tu vois, c'est un peu ça qui est un peu dommage, c'est que je pense que la guéguerre vient parce qu'on leur dit, le CEO se met au milieu en disant, choisissez où est-ce que je mets mon budget. Alors qu'en fait, il faudrait raisonner en ensemble et que les deux aillent chercher plus de budget, aillent dépenser plus parce que le seul aspect, c'est de grossir plus, quoi. Donc, je pense que c'est ça la plus gros mindset que tu as aux États-Unis. Je pense qu'aussi, aux États-Unis, t'as par exemple beaucoup plus de mixité dans les profils. Donc, tu as des profils qui vont commencer en sales, qui vont faire, tu vois, un premier stage en sales, après qui vont passer en marketing. Tu as les profils en marketing qui vont passer en CRM. Donc, tu as aussi beaucoup plus les gens changent un peu plus de position. En France, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans une verticale... Déjà en école, on te verticalise un petit peu et on n'aime pas trop ce profil-là, tu vois. Je suis curieux est-ce que tu recruterais un CMO pour faire du cold call? T'aurais quand même de force a priori. Alors qu'aux US, il dira, si le mec il veut faire ce job-là. Mais il les forme entre deux. Le problème, c'est qu'en France, il y a aussi cette problématique de formation. C'est-à-dire que on veut des experts, on veut des gens qui soient déjà experts, mais si l'alternance c'est quand même mieux parce que ça sera moins cher. Donc en fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et tu disais tout à l'heure que le fait que les marketeurs n'aient pas de variables ou même de KPI business, ça aussi c'est un vrai frein à la performance. Ouais, c'est un vrai frein à la performance. C'est aussi pour moi le variable, c'est le meilleur moyen de rémunérer les gens. Comme on dit, moi je reste persuadé que les salaires en marketing sont très faibles. Il y a très peu de CMO qui sont payés plus de 100 000 euros par an en France, alors qu'ils gèrent des budgets de plusieurs millions, tu vois. Donc ça me paraît pas déconnant. Ça réalignerait tout le monde de se dire, allons chercher 30-40% de ta rémunération en variable. Tiens, si on atteint 3 millions cette année, vas-y, tu vas prendre 30-40 000 euros, même plus, tu vois, derrière. Et donc ça mettrait une relation où ça donnerait plus de budget aux équipes et ça incentiverait. Moi, à mon modeste échelle chez Spendesk, on avait 2 profils qui étaient des grosses marketeurs, donc ils bossaient exclusivement avec les sales, et donc ils étaient payés à l'opportunité. À la fin du mois, ou du trimestre, j'espère qu'ils vont reprendre l'extrait, ils vont me le sortir, on avait un prix par opportunité. De mémoire, je sais plus, c'était peut-être 70 euros, je crois. Et on faisait le calcul du nombre d'opportunités générées, on divisait par 2 parce qu'ils étaient 2, et ils reprenaient ça dans leur compte bancaire, quoi. Donc, on avait bossé avec le head of sales sur comment ça rapportait une opportunité. En fait, comment on était prêt à payer une opportunité, un peu une sorte de coup d'acte. Et en fait, je donnais ça à mes marketeurs et c'était démerdez-vous, quoi. Et là, je peux te dire que quand l'opportunité n'était pas qualifiée par le sales, ils allaient bosser ensemble pour que la qualifier, à comprendre, et ainsi de suite. Parce que ils avaient le même KPI. Le sales avait un variable basé sur les SQL qui closaient. Et moi, mes équipes, ils étaient payés au SQL. En plus, c'était au SQL. C'était le variable le plus simple possible. C'est à la fin, 23, ok, tac. Voilà. Et on avait calculé que ça allait pas nous ruiner de payer 70 euros l'opportunité. Je crois que c'était 70 euros, j'ai un peu oublié, c'était il y a 5 ans, mais c'est un ordre de grandeur. Et si aujourd'hui, tu devais former un futur CMO, vraiment orienté business first, tu commencerais par quoi? Moi, je pense qu'il y aura plus de CMO, en fait. Je pense qu'il y aura des directeurs revenus. Et aujourd'hui, le monde va être par tout ce qui est les créatifs. En fait,
Je pense qu'il y aura deux aspects. Toute la partie data va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus actionnable. Les outils sont quand même ultra bien pensés. Tu vois, aujourd'hui, si t'as un bon CRM, t'arrives quand même à suivre énormément l'activité de ta boîte, quoi, si les choses sont bien faites. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir va être aux storytellers. Ça va être aux gens capables d'expliquer à une audience précise quel problème on va résoudre. On va avoir des profils qui sont très forts sur la partie product marketing. On a des profils qui vont être très forts sur la partie création de contenu. On va avoir ces profils qui étaient un peu les moins bien payés, tu vois, dans le passé. C'est eux qui vont reprendre un peu plus. Je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui seront lancées aussi par des marketeurs, parce qu'en fait, la distribution va devenir encore plus importante que la création, puisque la tech va devenir de plus en plus facile à développer. Donc, globalement, le nerf de la guerre va être sur la distribution. Donc, je pense que les cartes vont être rabattues. Je pense que les sales aussi vont avoir besoin beaucoup plus du marketing. On va rentrer dans des marchés beaucoup plus compétitifs, parce que ça va être plus simple de créer des solutions. Donc, on aura 15, 20, 30 compétiteurs. On aura des mecs sur Twitter tout seuls qui feront 200 000 euros de revenus, tu vois. Donc, en fait, il va y avoir une vraie guerre. Et ce qui va nous permettre de gagner, ça va être la marque et la distribution et la clarté de notre message, quoi. Donc, je suis persuadé que le CMO de demain, c'est quelqu'un qui maîtrise énormément la stack d'outils, en fait, pour se garder le contrôle, pour se mettre en top, tu vois, du contrôle. Et c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la distribution. C'est vraiment, tu vois, le CMO de demain. Celui que j'expliquerai, on a Alexandre chez nous qui est un des exemples. Il y a aussi Johan chez EI Apply. C'est un Français qui est expatrié à Londres. Il était chez Depop et chez Deliveroo avant. Tu vois, ça fait partie des 2-3 profils où je me dis, putain, eux, ils ont fait ça depuis 3-4 ans. Et en fait, là, c'est des profils sexy qui marchent bien, quoi. C'est ça le futur du CMO. Et donc, du coup, si on n'a pas ces compétences aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre ce qu'est le cycle de vente d'un produit, hein. À la fois la partie commerciale, mais aussi la partie produit, rétention. Et derrière, il faut se former sur la création de contenu et sur la distribution et sur la clarté des messages, parce que ça va être le nerf de la guerre de comment on peut avoir une valeur proposition claire, précise et transparente. Donc, en gros, on pourrait presque dire que le marketing, c'est le nouveau sales, quoi. Ouais, je pense que une partie d'une. Le sales va avoir un job différent. Je pense que ce qu'on voit, par exemple, dans toutes les boîtes AI aux US, il y a plus le split SDR à compte exécutif. C'est supprimé. Maintenant, un sales, il va faire du full cycle. C'est-à-dire qu'il va prendre le client du début jusqu'à la fin. Et en fait, ça devient logique, parce que pour l'expérience client, c'est mieux d'avoir une seule personne qui prend mon besoin et qui m'amène. Il y avait rien de plus horrible que d'appeler, être qualifié par quelqu'un, faire une démo avec une autre personne. Et des fois, il y a une autre démo derrière. Et donc, ce qu'on voit, c'est le marketing va remplacer une partie du job du sales que le sales, n'a pas envie de faire. Et deux, on va devoir beaucoup plus challenger sur le sales, sur des paniers beaucoup plus hauts, sur passer beaucoup plus de temps, sur de la rétention, sur du closing. Et donc, ouais, nous, tu vois, un sales chez nous, aujourd'hui, il close 45 clients par mois et il faut qu'on monte à 200. C'est l'objectif, qu'il arrive à closer 200 boîtes par mois. Donc, c'est ça. Après, le focus. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que alors, moi, je suis assez fan du silo, tu vois, SDR, AE et CSM, parce qu'en fait, trouver un sales qui aime faire l'avant-vente, la vente puis l'après-vente, on n'en trouve plus. Ouais, mais c'est les meilleurs. Très peu. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'ils veulent pas forcément le faire. En tout cas, pas cette avant-vente-là, parce que c'est plus facile, tu comprends, de dire, voilà, là, j'ai un R1, il est qualifié. Enfin, c'est, je pense, beaucoup de fainéantise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va dépendre du sales, ça va dépendre de la boîte, ça va dépendre du produit. Ça va dépendre du budget aussi. Tu vois, ça va dépendre du budget. Aujourd'hui, on a pris des salaires les moins chers pour faire le cold call, qui est le job le plus dur avec le skill qui est le plus technique. Et après, on va leur dire, tu vas travailler moins, tu vas prendre que des leads qualifiés, tu vas faire un compte exécutif, tu vas être payé 3 fois le prix d'un mec qui fait du cold call. C'est ça. Donc en fait, le problème, on a créé ce problème-là de se priver de ses meilleurs talents. Nous, c'est différent, c'est de se dire, ok, un sales chez moi, c'est 350 000 euros à l'année. Ok, donc c'est les US. Et le sales, il va faire du full cycle. Donc il fait du cold call et il fait du closing. Et là, je peux te dire que t'as les meilleurs sales. Ah bah ouais. T'as les meilleurs sales et t'attires les gens. Les meilleurs sales, ils adorent le cold call. Les meilleurs sales, ils adorent le cold call. C'est un exercice qu'ils adorent. En plus, quand ils sont chauds, tu vois, nous, les leads sont quand même chauffés. Ils ont un compte sur le produit, donc ils passent que du plaisir. Ils passent sa journée au téléphone. Ils font entre 6 et 8 heures d'appel par jour. Et ça, c'est les meilleurs profils. Donc, je pense que ton point, on a créé ce matrice SDR AE. Ok, misons que ça va rester encore peut-être 2 ans, 3 ans. Moi, j'y crois plus. Je pense qu'on va devoir avoir moins de commerciaux. Par contre, avoir des commerciaux mieux payés et avoir des commerciaux vraiment 360. Et ceux-là, ils vont coûter très, très cher.
Alors, je suis d'accord avec toi. C'est juste que, vu à la vitesse où les choses vont en France, on va peut-être multiplier par 2 ou par 3 le nombre d'années que toi tu as en tête. Ouais, En tout mais cas, pour la sûrement, France, tu vois. sûrement. Mais c'est une opportunité aussi Mais je suis d'accord, hein. par les jeunes qui commencent, tu vois, aujourd'hui. Moi, je suis choqué. Je me rappelle chez Spanes qu'on avait recruté des mecs. Ils disent, j'ai pas fait HEC pour faire du call, tu vois. Et ces abrutis-là, on les sortait au bout de 3 mois. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à performer à d'autres choses. Si t'arrives Ben pas non. à performer sur quelque chose de simple, t'arriveras pas à performer sur quelque chose de dur. Et le call, c'est simple. Par contre, c'est dur à faire en même temps. Tu vois C'est ce que je ça. veux dire? Et donc, ce qu'on a vu, nous, c'est que les meilleurs sales, ils sont les meilleurs en cold call, ils sont les meilleurs en closing, ils sont les meilleurs partout, quoi. Et donc, c'est une vraie opportunité parce qu'il y a trop de jeunes qui veulent plus faire ces métiers-là. C'est de se dire, bah, demain, vous allez être payé une fortune pour faire ça. Mais vous n'allez pas vouloir rêver d'être promu à eux. Vous allez garder vos clients que vous êtes battus à les Chercher, closer. hein. Et vous allez les gérer jusqu'à la fin, jusqu'à même presque les onboarder sur le produit, quoi. Et c'est ça qui est assez excitant. Et je le vois, tu vois, mon frère, il fait 350 calls par semaine. Il est SDR. Il a fait 2 belles startups. Et c'est vrai que la finalité, c'est de se dire, putain, mais faites du full cycle. Faites du full cycle. C'est le seul truc qui va vous garder vos talents aussi. Après, il y a des sujets de management aussi. Donc, après, on pourrait en parler pendant des heures. Mais, Ça sera de la disruption. De toute façon, mais toutes il y a- les boîtes ne seront pas dans ce modèle-là. c'est ça. Mais c'est ce qui se passe dans les meilleures boîtes américaines. Le modèle de SDR à eux a été supprimé. Et du coup, il reste des SDR qui sont rattachés à l'équipe marketing. Mais les sales, c'est du full cycle, quoi. Clair. Et donc, du coup, vous recrutez, vos premiers sales. Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui change? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dès que les gens s'inscrivaient sur le produit et parlaient avec quelqu'un de mon équipe, on n'avait pas de churn. Et quand les gens s'inscrivaient et parlaient avec personne, on avait 20% de churn. Donc, tu vois un peu l'écart. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, tu dis 20% de churn, c'est rien. En fait, en 5 mois, j'ai perdu toutes les gains. Donc, tout le revenu, tous les 5 mois, tu dois refaire ton revenu de zéro. C'est ça qui est vachement choquant, Ben ouais. tu vois, en fait. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, la partie commerciale, ça permettait 2 choses. Ça permettait de vendre des abonnements annuels. Ça permettait de vendre des multi-licences. En fait, on s'est rendu compte que la même audience, elle était prête à payer 5-6. Et ça nous a permis de former les gens sur le produit. Et donc, en fait, ils étaient... Moins de churn. Moins de churn. 0 churn. Pour l'instant, on a 0 churn sur les gars qui sont passés par les mains de nos sales. Et en fait, on s'est rendu compte de plein d'absurdités. On avait plein de gens qui continuent à utiliser nos concurrents en même temps de notre produit. Ils disent, ah non, mais vous, c'est trop bien, mais je vous prends que sur les appels où j'ai besoin d'enregistrer, en fait. Et le reste, je vais sur Ringover et sur Aircall. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'on pouvait remplacer le tout, en fait. Parce qu'il s'est inscrit sur le produit, parce qu'il a demandé à ChatGPT, et il avait un cas d'usage très précis chez nous, il mettait ça chez nous et ça marchait. Sauf qu'il payait une fortune dans nos concurrents. Et donc, en fait, on récupérait beaucoup plus de contrats ou autre. Donc, voilà pourquoi on a recruté des commerciaux. On a aussi un bon produit aujourd'hui qui permet, en fait, d'être vendu, d'être vendu aussi dans des paniers moyens qui sont intéressants. Tu vois, au début, mon panier moyen, c'était 35 € par mois, 400 € par an. Tu fais pas manger un sales. Tu vois, là, Mais on j'allais te commence dire, à... c'est aussi pour ça que tu n'avais pas de sales au début, parce Exactement. que 35 € par mois. Donc là, on a encore des petits paniers. Tu vois, je pense que c'est le plus gros panier, ça doit être 10 000 € par an. Donc c'est trop petit pour faire de l'outbound. Par contre, on a du sales qui, avec ces leads qui sont qualifiés ou autres, où il peut faire du volume. Et demain, je veux que mes sales, ils passent 50% du temps sur de la vente indirecte. Donc on puisse bosser avec soit les prestataires du logiciel. On est connecté à tous les CRM du marché. On est aussi connecté à pas mal de revendeurs de la téléphonie. Et en fait, qu'on puisse faire de la vente indirecte, qu'ils aillent prospecter. Aux US, t'as pas mal de revendeurs de solutions, qu'il aille bosser pendant 6-8 mois sur ce gros revendeur-là, et que derrière, le mec, il nous achète Et qui te revendent 1000, des 2000, licences. 3000 licences, quoi. Donc ça va être ça ma vision du sales qui bosse sur ces aspects-là. Et aussi, nous, les sales, c'est les meilleurs utilisateurs du produit. Donc ça me permettait aussi d'avoir des power users à l'intérieur de la boîte, puisque quelqu'un comme Adrien ou comme MJ, ils font à peu près 500 appels semaine, en fait. Donc c'est par défaut les plus meilleurs users de la plateforme Allo. Carrément. Je vais te poser une dernière question. Si tu devais donner une seule clé à un CEO français pour aligner marketing et business, ce serait quoi? Tellement dur parce que tu vois, je pense que tout le monde donne des conseils aux fondateurs et on a tellement de merde à gérer au quotidien que en fait c'est tellement différent. Moi je vois quand les autres fondateurs m'écrivent et en fait ils ont besoin d'être rassurés, de se dire ok je sais que c'est la bonne chose à faire mais j'ai peur de le faire. Tu vois souvent ils sont prêts à mettre 50 000 € dans du contenu, dans du sponsoring, dans de l'AS ou autre mais ils ont trop peur en fait. Parce que c'est pas encadré. Parce que personne à l'interne va les rassurer, Voilà. personne et ainsi de suite. Et donc, du coup, je poserais la question, tu vois, c'est de se dire, si c'est pas vos équipes qui viennent vous convaincre, si c'est vous souvent c'est les fondateurs qui proposent à leurs équipes de dire pourquoi on fait pas ça.
Et je dis que le problème vient de là, en fait. Il vient de vos équipes. Et donc, posez-vous la question, est-ce que c'est les bonnes personnes? Et est-ce que vous pouvez pas avoir mieux, en fait? Donc, ça serait un peu mon conseil, qui est peut-être un peu brutal en France. Mais moi, ce que je vois aux États-Unis, c'est, honnêtement, si vous avez des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et si vous trouvez que votre stratégie marketing, posez-vous la question, est-ce que vous avez rassuré les gens que vous étiez prêt à investir dedans? Est-ce que vous êtes prêt à investir? Et si c'est le cas, que vous avez l'impression que vous avez le budget, que vous avez l'impression que vous avez la liberté à vos équipes et qu'ils le font pas, c'est qu'il y a un problème sur les équipes. Mais voilà, à votre niveau, assurez-vous d'avoir assez de budget. Prenez ce risque-là. Et derrière, donnez ce risque à vos équipes et normalement, elles prendront et elles exécuteront de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Pauline, pour l'invitation. C'était très cool de te recevoir. Je trouve que cet épisode, il est hyper complet. L'alignement marketing, sales, la vision un peu old school qu'on peut avoir en France versus les US. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir, à appliquer. Et après, donc, on a parlé beaucoup de gros budgets, entre 30 et 50 000 euros par mois, mais après, il faut faire à son échelle également. Donc, il faut commencer petit. Pas trop petit. Pas trop petit, mais il faut, voilà, pas tout le monde pourra mettre 50 000 euros de budget ads, mais déjà d'en faire de manière quotidienne. Puis même après, tu vois, de s'intéresser au personal branding, tout simplement, parce que c'est quelque chose en France qui aujourd'hui... Faire une chose et y aller de manière intense, soit financièrement, soit avec le temps. Parce que souvent, on ne débloque pas assez de temps aussi. Donc, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. C'est ça. En tout cas, plein de bonnes choses pour la suite avec Allo. Et puis, on attend avec impatience les nouveaux outils que vous allez pouvoir sortir pour aider les entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ce que je retiens, c'est qu'on a besoin d'arrêter de voir le marketing comme un truc qui fait joli. Ce qu'on entend avec Allo, c'est qu'un marketing bien fait, c'est une machine à revenus et pas à Vanity Metrics. Et que si aujourd'hui 90% des CMO sont à côté de la plaque, c'est peut-être qu'ils ont oublié que leur rôle, c'est pas de faire parler de la boîte, mais de la faire grandir. Alors merci Jérémy pour ta vision hyper concrète et surtout pour les chiffres qui prouvent que c'est possible. Et si t'écoutes cet épisode, pose-toi la question. Ton marketing aujourd'hui, il sert ton ego ou ton business? Parce que le vrai marketing, c'est pas de la visibilité. C'est du business. Et chez Boucan, on aime les gens qui exécutent, pas ceux qui racontent. Et clairement, Jérémy, t'en fais partie. Et voilà, c'était Boucan Talk. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ton business, forme tes commerciaux à la prospection avec Boucan Academy ou confie ton développement à Boucan Factory. Et si t'aimes le concret, le vrai et un peu de bruit dans ton feed, retrouve-moi sur LinkedIn, TikTok, YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr, abonne-toi.